Là, on parle de plusieurs choses, mais en gros, ça fait en sorte que quand je sens que je n'ai pas d'opportunité légitime d'atteindre mon plein potentiel, je vais trouver mes propres moyens d'atteindre mon potentiel. Bonsoir, merci de vous joindre à nous. On est quoi, on est mardi? Merci de Nous sommes passer, mardi, ouais, merci de le passer votre mardi soir. 1er septembre. Ouais, c'est vrai, 1er septembre, September. It's coming up so quick. We are. Salut. What's up, guys? Jojo. What's good, guys? What's good? What's good? Sally, c'est quoi le sujet? Fais faute là. C'est quoi le sujet? Qui peut lui dire c'est quoi le Ouais, sujet? j'allais dire. Il y a une personne qui demande c'est quoi le sujet. Est-ce que vous pouvez écrire dans les commentaires quel est le sujet? Teacher Craig, salut, bonsoir. Qui peut répondre c'est quoi le sujet? Quelqu'un a demandé. Salut Rebecca. De quoi est-ce qu'on va parler ce soir? Je ne sais pas s'il y en a qui joignent parce que vous connaissez déjà l'invité. Moi, je l'ai connu au travers de Greg. J'ai bien hâte d'entendre son histoire. Family here. Qu'est-ce que tu fais? Salut. Voilà, merci beaucoup, Ju. Merci, Ju. Always on point. Gagne de rue. Ouais. Voilà le GDR. Voilà. Voilà le sujet. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est d'une problématique que je pense qui touche There you go. spécialement notre communauté. Alors, Voilà. there you go. On voit qu'il y en a qui ont vraiment regardé La les story. flyers. Ouais, c'est mon petit frère. Oh, Oh, cool. nice. Ok. C'est correct, on te pardonne. Ok, so oui, aujourd'hui on va parler d'une problématique qui touche beaucoup notre communauté et spécialement ces temps-ci, parce que je sais pas si tu as entendu, mais il y a des trucs bizarres là, qui se passent. Des incidents là où j'ai entendu des tirés à Rivière, out of nowhere. Puis apparemment c'est pour aucune bonne raison. Donc Ouais. ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mais si vous habitez à Montréal ou les alentours, ou si vous connaissez Montréal, vous savez, même si vous n'avez pas été vous-même dans une gang de rue, vous très certainement vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a été affecté ou qui a été là-dedans. So aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est ça, c'est des gangs de rue. Mais on a avec nous un invité qui est vraiment très spécial parce qu'il est qualifié non seulement par expérience, mais par expertise. C'est bien dit ça, je n'avais pas préparé. So, ça va être une très belle conversation. Yes. Mais juste avant, on va se présenter. Alors mon nom, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Greg. Moi, c'est Sas. Ça, c'est ma femme, je suis son mari et ensemble nous sommes Le Monde des Heures. Alors, Le Monde des Heures, c'est un podcast où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de Grandir. Alors, est-ce que tu peux expliquer, Lady B, est-ce que tu T'as peux sauté expliquer... ton speech. Enfin, je la shout-out. Est-ce que tu peux expliquer la série Profondeur, la raison de la série Profondeur? Yes, donc dans le fond, mon histoire avec les gangs de rue, c'est sous la série Profondeur qu'on fait ça. La série Profondeur, c'est une série qu'on fait où est-ce que on discute de sujets qui sont considérés tabous, si on peut dire, dans la communauté surtout, où est-ce que les gens ne parlent pas pour diverses raisons. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on veut amener la lumière justement sur ces différents sujets-là. On veut aussi créer une communauté par rapport à ces différents sujets aussi. Et dans le fond, faire sentir aux personnes qui passent par là que vous n'êtes pas seul. Donc, c'est souvent quand on passe par une situation difficile, on pense qu'on est seul, on pense qu'on est isolé, on pense que ça arrive à personne. Pourtant, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont là et qui souffrent souvent en silence. Donc, le but de faire ça, c'est de pouvoir partager le témoignage, mais pouvoir bâtir cette communauté-là aussi, puis donner espoir, là, finalement, par nos témoignages. Exactement. Donc, voilà. Et Jésus. Jésus. Alors,
Avant de faire venir notre invité au V, il y a quelle heure là? V, what's up? Avant de faire venir notre invité, je vais juste introduire un peu comment je suis venu à le connaître. Parce que je ne le connaissais pas il y a un mois, un peu plus, je ne le connaissais pas. Je sais que je l'ai déjà vu, donc. Parce qu'il y a l'âge en gros, c'est sûr qu'on s'est déjà croisés. Mais comment je suis venu à connaître comment je suis venu à connaître notre invité, Edouard Andrew, c'est dans le cadre du projet de Jardin Essentiel sur la santé mentale. Alors, juste pause, si vous n'avez pas écouté les épisodes de Jardin Essentiel sur la santé mentale, je vous conseille d'aller écouter ça tout de suite. C'est sur YouTube. Ben, tout de suite. Ben, pas tout de suite, ouais, après le live. Vous avez juste à écrire, chercher Jardin Essentiel. Et j'ai participé à ce projet-là en tant que vidéographe. Et quand Edouard Andrew était sur le plateau, et quand c'était son tour, dès la première, on lui a posé une question, dès la première réponse qu'il a donnée, j'ai fait, ouais, c'est sûr que we gotta have him in the show. Quelqu'un que je trouve très, très inspirant dans la façon qu'il parle. Quelqu'un que je trouve très, comment dire, qui s'exprime extrêmement bien et extrêmement clairement. Quelqu'un qui s'exprime en tout cas mieux que moi. Et puis, quelqu'un que je trouve qui est extrêmement qualifié, comme on dirait qu'on n'aurait pas pu espérer avoir un meilleur invité pour ce sujet-là. So, sans plus tarder, on va l'inviter à se joindre à nous. What's up, my boy? Hey. Je vais juste vous dire thanks pour l'introduction. Ça fait chaud au cœur. And I'm ready to roll. Yes, go. OK. So, avant qu'on rentre là direct dans le sujet, je vais te demander un peu de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. So, est-ce que tu peux nous parler un peu? En plus, je sais que si je te pose cette question-là, il peut déjà rentrer. Essaie de nous parler un peu de toi, de qui tu es maintenant, de qu'est-ce que tu fais, ton travail, etc., ton appel. Fait que, ouais, parle-nous un peu de toi. OK. Ben, moi, c'est Edouard Andrew Joseph. Puis, né à Montréal, 2 parents immigrants qui sont venus d'Haïti. Puis, très jeune, mes parents se sont séparés. Fait que j'ai grandi avec ma mère. Mais on a été quartier Saint-Michel et tout. Puis c'est là que j'ai passé mon primaire, début secondaire aussi. Puis, tu sais, on s'entend quartier Saint-Michel, c'est pas un quartier évident à grandir, surtout au niveau, on parle monétaire. On voit le seuil de pauvreté pour certaines personnes ou si c'est pas le seuil de pauvreté, ben, des parents qui travaillent très fort, 2, 3 emplois. Donc, ça, c'est le milieu que je connais. Puis, beaucoup de frères et sœurs. D'ailleurs, shout-out à ma soeur qui écoute le podcast. Puis, yeah, so, c'est ça. Puis, frères et sœurs, mère qui travaille beaucoup. Donc, quand tu es un jeune, tu es laissé à toi-même. Puis, quand je dis ça, c'est important que les gens comprennent que je ne crois pas qu'un parent volontairement dit à son enfant débrouille-toi. Mais si elle ne va pas ramener l'argent, ça se peut que la situation soit encore pire parce que là, non seulement tu n'auras pas de nourriture, mais en plus, tu es dans la rue. Fait au moins, ça, je lui donne. J'ai compris que c'était pour subvenir à nos besoins. Donc, en restant seul ou en me permettant de ne pas rentrer à la maison tôt, comme il n'y a pas d'autorité parentale, tu te retrouves à faire des mauvais coups et tout. Puis, c'est vraiment mon secondaire 1. Mon secondaire 1 à Louis-Joseph Papineau. C'est là que comme ça a commencé. Mais c'était pas... Dans ma tête, j'étais comme encore un apprenti. Mais quand je suis sorti de Louis-Jo, avec ma mentalité avait commencé à changer. J'avais commencé à rentrer un peu plus dans le mood de OK, il faut que je sois gangster, il faut que... Parce que je baignais là-dedans. C'était rendu... Attends. Je vais arrêter là parce que moi, je savais que c'est ça. OK. Je veux, avant qu'on rentre direct là-dedans, je veux que tu nous dises, parce que comme j'ai dit, tu as l'expérience, mais tu as aussi l'expertise. Parce que tu as étudié,
tu me disais que tu avais un cours à l'université par rapport à ça. Fait que, juste pour qu'on soit clair, puis pour settre les bonnes bases, est-ce que Mhm. tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qu'une gang de rue et comment ça a commencé à Montréal? Parce qu'on sait qu'il y a des Bloods puis il y a des Crips à Montréal, Ouais, mais l'origine des Bloods et Crips, ça n'a rien à voir avec comment ça se passe aux States. Est-ce exact. que j'apprécie qu'on s'était déjà parlé, puis tu m'avais un peu comme teach par rapport à ça. Fait j'aimerais ça que tu fasses la même chose pour tout le monde. So first, qu'est-ce qu'une gang de rue? Et deuxièmement, comment est-ce que ça a commencé à Montréal? OK. Fait que tout d'abord, OK, ça se peut que les gens soient mélangés parce que je vais dire, mais prenez le temps d'écouter, OK? Comme, il n'y a pas de gang. Parce que les gangs, c'est un phénomène. OK? C'est un phénomène. Pourquoi je dis ça? C'est dans le sens que c'est un phénomène qui se modifie tout le temps. C'est constamment en changement. Donc, tu ne peux pas mettre le doigt dessus aujourd'hui, dire, OK, un gang, c'est ça, et la définition reste comme ça à vie. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, à cause que c'est constamment en changement, à cause que c'est instable, à cause qu'il n'y a pas une hiérarchie définie, et aussi simple que, OK, si tu prends les Crips et les Bloods, par exemple, OK, c'est pas tous les Crips qui agissent de la même manière. Ils ne répondent pas toutes à un seul leader Crip. Ils sont tous leurs propres boss. La même chose pour les Bloods. Il n'y a pas un leader Blood qui va dire à tous les Bloods de Montréal quoi faire. C'est pour ça qu'on dit que c'est tellement fragmenté, c'est tellement, on appelle ça des consortiums. C'est pas des gangs, mais en réalité, on dit gang de rue, mais c'est un phénomène parce que c'est constamment en évolution et c'est dur de mettre un terme dessus. Mais par exemple, si je vous dis une définition du SPVM, pour eux, une gang de rue, c'est un groupe de jeunes commettant des délits, des activités. Mais en réalité, même si, je vous donne un exemple, si on parle de gangs de rue, on dit que les gangs, ben, ils s'habillent de telle couleur, ils aiment les casquettes avec les logos de Expo, par exemple, parce que ça représente tel quartier. Mais est-ce que vraiment on va regarder tout le monde qui a des casquettes Expo, ça veut dire qu'ils sont dans les gangs? Vous comprenez pourquoi c'est un phénomène qui est complexe. Fait que ça évolue tout le temps. Donc ça, c'est pour la définition, si je peux dire. Mais pour ce qui est de l'histoire à Montréal, vous savez comment la vague d'immigration dans les années 60-70 au Québec, d'Haïti directement, il y avait la dictature duvalieriste en Haïti. Donc, il y a eu une exode de cerveau. Ça veut dire tous les professeurs, tous les enseignants, tous les ingénieurs, toutes les personnes avec des grosses professions venaient en Haïti parce que leur vie était menacée. Ils venaient au Canada, pardon, parce que leur vie était menacée. Ils n'aiment pas la dictature. Eux, ils comprennent ce qui se passe. Ils ont été à l'école et ils veulent donner leur point de vue, mais c'est à tes risques et périls. Donc là, les Haïtiens sont arrivés en masse à Montréal, 60-70. Mais là, on s'entend qu'on n'est pas nombreux. Donc, discrimination, racisme, violence, que ce soit de la part d'Italiens, que ce soit de la part de Québécois envers les Haïtiens. Donc, à un moment donné, ça c'est un livre, ça c'est en parlant avec des gens et en lisant, surtout le livre de Beauvoir-Jean, j'ai compris par exemple que il a dit clairement, dans son cas à lui, il ne s'est pas levé un matin en disant moi, je vais créer une gang de rue. En étant un maître des arts martiaux, il est venu au secours de son peuple qui se faisait intimider. Par rapport à ça, en voyant que hey, oh, ils ont peur de moi. Oh ouais. Bon, les choses dégénèrent légèrement jusqu'à temps que, OK, là, on devient dans le crime à temps plein. Donc, si on s'arrête sur juste ce que je viens de dire, tu viens d'arriver dans un autre pays, tu essaies de faire ta place, on t'intimide, on te traite sûrement de sale noir, de ci, de ça, et tu te fais tabasser. Donc là, la violence commençait pas par comment je pourrais dire ça? C'était pas un jeu, c'était plus une question de survie, dans ce cas-ci. Mais c'est juste pour dire aux gens que
généralement, là, c'est pas tout le temps comme on pense que, OK, je veux faire de l'argent, une gang secret. Non. On peut parler aussi du besoin de protection et de sécurité. On peut parler aussi que l'argent, ça rentre en ligne de compte après. Parce qu'il y a plusieurs gangs de rue qui font pas d'argent nécessairement, que c'est juste, c'est une question de quartier, de territoire. Et même là, c'est un territoire et des limitations fictives parce que qui met ces limitations-là? C'est pas la ville de Montréal qui dit que ce secteur-là appartient au bleu, ce secteur-là appartient au rouge. C'est vraiment une question des jeunes qui se regroupent ensemble, qui vivent des mêmes réalités. Et puis, n'oubliez pas quelque chose aussi. La couleur d'un gang de rue fait juste rappeler l'ethnicité du quartier. Donc, ce que je veux dire par là, on va dire que il y a les gangs de rue. Je donne un exemple, les gangs de rue, on va dire que ce soit Rivière-des-Prairies ou Montréal-Nord ou Saint-Michel, les gangs de rue sont pleins d'Haïtiens. Mais si on est logique, c'est des quartiers où il y a plein d'Haïtiens. Donc, c'est pas comme si les Haïtiens sont venus de Laval et puis qu'ils se sont dit on va faire une gang. Non, c'est le quartier où tu résides. Et donc c'est ça. Donc ça, c'est pour le phénomène à Montréal par rapport à le secteur nord-est qui est plus Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord. Donc, le fait de vouloir se défendre, le fait d'avoir un besoin de protection a fait en sorte que ça a commencé. Mais je sais aussi que, par exemple, il y a eu les Bélangers avant que ça se transforme en 67, en bleu et tout. Donc, c'est vraiment la pauvreté. Il faut dire quelque chose aussi. La pauvreté joue un rôle majeur là-dedans. Parce que le manque d'opportunités légitimes à l'atteinte de la richesse fait en sorte que des gens vont se mettre dans des situations à risque. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le fait que toi, on t'a déjà étiqueté, non, toi, t'es un fardeau pour la société. Toi, tu n'arriveras à rien. Toi, ta couleur de peau, ton nom de famille, Abdesman, ton nom de famille, Jean-Baptiste, ton nom de famille, Motombo, peu importe, depuis que ce n'est pas québécois de souche, selon, on va te mettre dans une catégorie où on va dire que toi, on va pas te le dire, mais tu vas sentir que tu dois travailler davantage. Tu dois faire davantage d'efforts. Là, on parle de racisme systémique. Là, on parle de plusieurs choses. Mais en gros, ça fait en sorte que quand je sens que je n'ai pas d'opportunité légitime d'atteindre mon plein potentiel, je vais trouver mes propres moyens d'atteindre mon potentiel. Vous comprenez donc? Wow. OK. So, il t'a dit tellement d'affaires. Je trouve ça extrêmement intéressant. OK. Là, tu nous as parlé de la définition des gangs qui en est pas une réelle, qui est plus un phénomène. Et tu nous as parlé de comment ça a commencé à Montréal. Avant ça, tu commençais à nous expliquer justement ton histoire. Puis avant que tu continues, parce que tu t'es rendu à la partie où tu dis que ça a commencé à Louis-Joseph Papineau à l'école. J'aimerais que tu me dises, j'aimerais que tu reprennes ton histoire à partir de là et que tu me dises qu'est-ce qui t'a attiré. Parce que veux pas, tu sais, nos jeunes, il y a des jeunes noirs dans nos communautés qui se sentent attirés. Et c'est pas nécessairement, comme tu as dit, parce qu'ils veulent absolument faire de l'argent. Dans tous les cas, c'est pas nécessairement, ça peut être plein de choses. Mais j'aimerais que tu me dises, à partir de là, pourquoi, personnellement, qu'est-ce qui t'a attiré? Mais est-ce que tu t'es juste retrouvé là, ce Garou-Garou ou One Gang? Mais, tu sais, parle-moi un peu de ça. OK, je vais vous donner un exemple. C'est même pas un exemple, c'est la vérité. L'été de ma 6e année à mon secondaire 1, OK, que je passais en secondaire 1, je devais aller à comment on appelle ça? J'étais en Floride pendant l'été, OK? Puis là, ma mère m'inscrivait dans des écoles, mais je me faisais pas prendre. J'ai pas passé les tests pour aller à Jean E, de Collège Laval. Je me souviens comme si c'était hier, là. Puis là, je fais tout l'été, je suis en Floride, mais comme on laisse l'école de côté. Fait que j'arrive une semaine, je reviens à Montréal une semaine après que les cours ont commencé. Mais là, ma mère dit, ben là, il faut que tu ailles à l'école. Bon, OK, tu vas à l'école du quartier. Louis-Joseph Papineau. Ma première journée à l'école,
première journée à l'école, on vole le dépanneur. Mais c'était juste, j'étais avec le groupe. On a, comme vous savez le terme bomb rush, on a bomb rush le dépanneur. Ceux qui ont été à Louis Joseph vont comprendre de quoi je parle. Ceux qui habitent à Saint-Michel vont comprendre de quoi je parle. Le dépanneur qui est collé à Louis-Joseph Papineau, là, maintenant les portes sont changées d'une manière où ce que tu peux plus sortir de l'autre côté. Tu rentres d'un bord, tu sors devant la caisse. C'est à cause de ça, c'est à cause du bomb rush. Le monsieur était tellement surpris, on est rentré à peut-être 10, 15 dans le dépanneur, on a volé. Ça a été mon introduction au secondaire. Ça m'a dit bienvenue. Fait juste, je vous donne un exemple. Si ça commence comme ça, imaginez le reste de l'année scolaire. Vous comprenez? Fait petit à petit, le secondaire me faisait peur dans le sens que tu sors du primaire, tu as quoi, 400, 500 élèves. Là, tu arrives au secondaire, tu as 1000, 1200, 1500. Dans une polyvalente, l'école secondaire publique du quartier, je vous jure, là, c'est chaud. C'est chaud, surtout quand tu n'as pas confiance en toi, surtout quand tu as peur de te faire bully, tu as peur de te faire intimider. OK? Alors, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Par réflexe, je me suis collé aux gars avec qui j'ai grandi, avec qui j'allais au primaire. OK? Les gars avec qui j'allais au primaire, eux, ils étaient déjà actifs par affiliation, par leurs cousins, par leurs grands frères, par les amis. Fait, moi, j'arrive au secondaire 1, je chill avec 2-3 gars de secondaire 1, dont des gars de Saint-Michel, mais parce qu'ils sont dans mes cours, mais dans mes pauses, et après l'école, je chill avec les gars de avec mon quartier, qui était boulevard P9, mais plus dans le coin de Robert et tout. Fait, là, OK, à l'école, dans mes cours, je suis avec des gars qui fréquentent aussi les gangs, mais de Saint-Michel. À la maison, après l'école, je suis avec les gars de mon quartier. L'atmosphère gang est toujours là. Et il y a ceux qui allaient à Louis Joe dans les 2003, 2004, 2005 vont comprendre qu'est-ce que je dis. À tous les jours, c'était la misère parce qu'à tous les jours, on te testait. À tous les jours, on voulait se battre avec toi, mais pas parce qu'on t'aimait pas. C'est juste, c'est comme ça. Comme on dit 2 minutes. OK, on va faire un 2 minutes, pas de coups au visage, des coups au corps, mais c'est juste pour voir à quel point tu es tough, à quel point, comme on dit, mes gars sont sous. Mais imagine comment moi, j'ai pas grandi en étant violent. Alors maintenant, je dois déconstruire mon mind à me dire, même quand j'ai pas envie, je dois me battre. Même quand j'ai pas envie, parce que tu peux te faire intimider ou on peut voir que tu es faible. Alors, veux pas, tu veux montrer au gars que, ya, ça gueule là, je suis là aussi. Mais en dedans de toi, tu es comme, je suis pas sous ça, j'ai pas envie. Vous comprenez? Puis, ouais, man. Est-ce que tu veux aller avec le premier résumé? Parce qu'elle a dit, Sarah va juste faire un résumé, comme elle le fait si bien, pour les gens qui viennent d'arriver. Ouais, avant qu'on aille un petit peu plus deep, là, fait que dans le fond, tu parlais un petit peu de ton histoire, comment c'était quand tu étais plus jeune, tu disais que, bon, tes parents sont séparés, tu as grandi avec ta mère qui a, si bien, si je peux dire, fait tout son possible pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, ce qui fait qu'elle travaillait beaucoup, ce qui fait que finalement, il y avait une absence à la maison de sa part, malheureusement. Donc, tu étais beaucoup plus laissé à toi-même, donc beaucoup plus de temps libre aussi. Là, on t'a demandé un petit peu la définition des gangs de rue. Ben, tu disais qu'il n'y en a pas vraiment une, c'est un phénomène, c'est constamment en changement, en évolution. C'est que l'affaire, c'est que personne, tous les experts, personne s'entend sur une définition précise. Justement. Ouais, tu disais justement qu'il n'y a pas de hiérarchie qui est définie. Mais j'aimais bien quand tu as expliqué vraiment l'histoire de comment ça a commencé à Montréal, dans le sens que, bon, il y avait des Noirs à Montréal, mais qu'on vivait beaucoup de discrimination, de racisme. Et il y avait Beauvargent, dans le fond, qui venait au secours de ces personnes-là. Puis, c'était devenu, ça a commencé par une nécessité. Il a réalisé que les gens avaient peur de lui. Donc là, c'est devenu un peu plus constant, si je peux dire. Puis, dans le fond, il aidait vraiment ceux qui avaient besoin de protection et de sécurité, mais c'était au début une question de survie. Ensuite, tu parlais un petit peu des Noirs dans la société, comme quoi on avait beaucoup de rejets, puis ça faisait que finalement, ça mène un petit peu vers, les Noirs se mettent ensemble, là, finalement. Peut-être ça mène un peu à un chemin qui est plus inévitable vers les gangs de rue. Tu as dit aussi que ça a commencé vraiment dur pour toi au niveau du secondaire 1, où est-ce que tu as été introduit à ta première journée directement, il y a un vol de dépanneur. Ça commence comme ça. Puis tu disais aussi que tu avais un peu peur dans le sens qu'il y avait beaucoup plus de gens, il y avait un peu d'insécurité aussi, j'ai pu comprendre chez toi. Que toi, tu te tenais avec les gens que tu connaissais.
qui, eux, avaient déjà une introduction par affiliation à leurs frères, à leurs cousins aux gangs de rue. Et tu as Exact. dit aussi que finalement, tu n'étais pas une personne qui était violente, mais tu n'as pas eu le choix de finalement le devenir, si je peux te dire, parce que c'était ce à quoi tu étais exposé, puis à chaque jour, il y Exact. avait des trucs. Donc, tu n'avais pas le choix de rentrer un peu dans le moule, là, si je peux dire ça comme Exact. ça. Exact. Ouais, c'est pas mal ça. Ok, avant que tu continues dans ton histoire personnelle, j'aimerais savoir la façon que tu te sentais là au secondaire, que t'avais pas. J'ai aimé quand tu as dit que tu devais déconstruire la façon que tu as été élevé pour devenir violent, pour pas te laisser intimider. Penses-tu que les autres gars, c'était ça aussi? Ou Ok, bien ça, c'est. je peux pas parler pour tout le monde, mais par contre, je vais vous donner un exemple pour expliquer ça. Tout le monde sait que boulevard P9 est pas loin du boulevard Viau. Tu peux marcher 5 à 10 minutes de P9 pour arriver à Saint-Léonard. OK? Moi, quand j'étais plus jeune, shout out à mon grand frère Leslie, mon grand frère m'amenait faire du sport. Il aimait pas, il trouvait pas que les gars de mon quartier étaient nécessairement axés sur les fondamentaux au basket. Donc, il m'amenait jouer à Laval ou à Saint-Léonard au parc Pierre de Coubertin. Parce qu'il trouvait que les gars de Saint-Ex, ils trouvaient qu'ils étaient nice, ils avaient des handles, ils pouvaient bien dribbler, il fait qu'ils voulaient que j'apprenne avec eux. Fait que depuis 9-10 ans, je me retrouvais dans des parcs à Saint-Léonard, mais j'habitais à P9. Donc, il y a un gars que j'ai connu, un arabe, ok? On est devenu cool, on joue au basket ensemble, mais il s'est fait mettre dehors de Saint-Ex, il rentre à Louis Joe pendant que je suis en secondaire 1, je fais « Oh, ça cap fait, ça va et tout ?» Mais les gars savaient que c'était un gars de Saint-Léonard. OK? Ouais. Les gars l'ont dit, regarde, je vous dis, Louis Joe, c'était un film, là. Un film mais réalité, là. Comme si tu as Denzel comme acteur, comme c'est fou. Mais vous allez comprendre. Les gars l'ont dit, on sait t'es qui? Fais juste pas t'afficher, tout va être correct. Mais le gars, lui, je sais pas s'il a pas pris les gars au sérieux, il venait à l'école en rouge. Les gars l'ont tabassé dans les toilettes. J'étais en train de faire pipi aux toilettes, 3e étage. Je peux même pas oublier, j'avais 12 ans, je peux pas oublier. Les gars, ils sont rentrés dans les toilettes, go, go, go! Ils ont tabassé le gars. OK? Moi, je suis cool avec lui. Mais je vais pas mettre mes partenaires à dos, tandis qu'on t'a averti. Fait j'étais limité à mon interaction avec lui. Mais ce gars-là, le lendemain, il a amené un arme à feu à l'école, là. Il a flash son gun dans les casiers. Il a montré son arme à feu dans les casiers. Il a dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Bon. Mais les gars l'ont retabassé. Les gars ont revolé son arme à feu pour dire, qu'est-ce que tu as maintenant? Fait Non, là, à 12, dans quelle année présentement? 12 ans secondaire 1. Là, je ne vous parle pas de Compton, Los Angeles. Je ne vous parle pas de Miami, Dade County. Je vous parle de Montréal, là, 514, là. Comme l'affaire est gravée dans ma mémoire jusqu'à présent parce que moi, je suis comme, waouh. Comme le gars a vraiment flash un gun à l'école, mais les gars ont pris l'arme dans ses mains, ils l'ont tabassé, et puis ils ont dit, qu'est-ce que tu as maintenant? J'ai dit, c'est là que j'ai compris, ok, c'est sauvage, c'est sérieux. C'est pas. J'ai compris que. Fait, juste pour vous dire, comme, tu veux pas être une victime. Tu veux pas être une victime. Fait que peu importe, lui, il s'est dit, on m'a tabassé, j'apporte une arme. Vous comprenez? Mais imaginez qu'il aurait commencé à tirer partout. Là, ça aurait été un autre Dawson, ça aurait été un autre Polytechnique, là. Mais à Louis-Joseph Papineau. Tout ça pour une question de quartier, de couleur et tout. OK. Fait comment... À la base, je le trouvais courageux de venir à Louis Joe, sachant qu'il venait de Saint-Léonard et qu'il s'affichait rouge. Donc, lui, il s'est dit, moi, je ne veux pas être une victime, bon, j'apporte une arme la prochaine fois. Fait que vous voyez comment ça peut aller loin dans ta tête. Juste parce que tu ne veux pas tomber victime, tu es prêt à faire tout ce qu'il faut. Et vous savez ce que quelqu'un m'a dit un jour? Il m'a dit, même les peureux peuvent prendre une arme et tirer sous la pression. Wow. Même quelqu'un qui n'est pas gangster, mets-le dans une situation où il a le dos au mur, il va peut-être fermer les yeux et tirer, mais il va tirer quand même. Vous comprenez? Donc, ouais. Ok. Pour le reste, ça me fait penser à tellement d'affaires parce que moi, j'ai grandi à Rivière, puis je me souviens que dans le temps, on avait peur d'aller à Louis Joe, là. Puis je me souviens quand j'étais au secondaire, je jouais au basket
Puis bon, je vais raconter l'histoire, mais ça va amener à une question. Je jouais au basket, puis à un moment donné, on avait une game contre Louis Joe. Puis on a dû, on a dû aller jouer là-bas. Mais là, je te parle là, même chose, secondaire 1-2 là. Fait on a 13 ans là. On est allé jouer la game, on s'est présenté à Louis Joe, on s'est présenté là-bas, les gars savaient qu'on venait de Jean-Brou. Le gym était plein. T'avais des gars de 20 ans et plus qui étaient là pour nous intimider. À la fin de la game, ben, obviously, on s'est fait péter, là, parce que tu peux pas jouer dans cette situation-là. Ouais. Mais à la fin, on a dû partir avec la police, parce que les gars avaient prévu nous prendre dans une, en plus on était en boss, les gars avaient prévu nous prendre dans une ruelle, et faire je sais pas quoi avec nous. Là, ce que je trouve intéressant, c'est ce que tu m'as dit quand on s'est parlé hier, c'est que tu nous as raconté comment ça a commencé à Montréal. Ça a commencé que c'était une protection, c'était une nécessité d'être protégé envers les autres communautés qui faisaient la discrimination envers nous. Comment est-ce que ça s'est retourné à faire en sorte que ce soit noir contre noir, quartier contre quartier? Je ne sais pas si tu as une réponse à ça. OK. Chaque guerre, il y a un motif différent. OK? Fait que je ne peux pas dire que le motif pour le conflit entre le groupe A et le groupe B est la même raison du conflit entre le groupe C et le groupe D. Par contre, ce que je peux vous dire qui me désole énormément, c'est que, OK, sans nommer de nom, OK, je donne un exemple. Tu as un groupe qui a été créé par X. À chaque 4 ans, 5 ans, un nouveau groupe voit le jour. Des plus jeunes, où le groupe a été démantelé, des gars en prison, des gars qui sont morts, il ne reste pas assez de gars, on recrute, on change de nom. OK? Donc, il y a des groupes qui se créent à chaque 4-5 ans. Maintenant, ces sous-groupes-là qui se créent viennent du même arbre. OK? Mais des fois, deux groupes qui viennent du même arbre sont en conflit. Je ne sais pas si vous comprenez. Vos fondateurs sont les mêmes, mais vous êtes en conflit entre vous. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on dit que des gangs de rue, c'est un phénomène. Parce que si réellement le leader avait de l'influence sur tout le monde, comment ça se fait que vous venez du même arbre, mais vous êtes en guerre? Donc, vous comprenez pourquoi on dit que c'est instable. Et maintenant, je vais rentrer encore plus profond avec vous. Une gang de rue de 50 personnes, est-ce que vous pensez que les 50 vont faire les mêmes actes en même temps? Il y a peut-être 3 gars qui sont tight ensemble, 5 autres qui sont vraiment proches, puis il y en a peut-être 10 qui vont juste écouter le leader, il y en a d'autres qui sont comme, moi aussi je pourrais être le leader. Donc l'instabilité fait en sorte que c'est pour ça qu'on parle d'un phénomène et qu'on dit que les gangs sont pas, comment je pourrais dire, on peut pas dire que les gangs de rue, c'est des bannières, c'est des regroupements. Donc, il y a eu le blood, il y a le crip. Sous le crip, sous le blood, tu as ta bannière. On va dire deep gang crip. OK, eux, c'est une bannière sous le crip. OK? Mais le deep gang crip agit pas comme le down south crip parce que, oui, vous êtes bleus les deux, mais vous faites à votre tête. OK? Ouais. Donc, vous comprenez? Donc, comment se fait-il que l'origine vient du même endroit, mais par exemple, en cours de route, vous vous êtes écarté au point d'être en guerre parce qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de leadership, OK? Et il n'y a pas un réel but commun de c'est quoi nos objectifs, là? Vous comprenez? Donc, ouais. OK. Est-ce que tu peux... là, tu nous parlais de quand tu étais au secondaire, mais à ce moment-là, tu commençais à être exposé, mais si je comprends bien, tu ne te considérais pas en dedans encore. Est-ce que tu peux nous parler de comment est-ce que tu t'es retrouvé à un moment donné dans une gang? Ouais. OK. Dans le fond, là, c'est fou parce qu'on sortait de l'école. OK? Vous vous souvenez de l'autobus 505? Oui. La 505, l'Express, là, OK? On est dans la 505, on embarque à Jarry. OK? Mais on embarque dans l'autobus, il y a des gars avec du rouge sur eux. OK? Là, moi, je suis là avec... Pardon? Au secondaire. Au secondaire 1. Secondaire 1.
C'est en hiver, c'est en hiver. Là, on est dans l'autobus avec les gars de mon quartier. Puis, on voit les gars habillés en rouge avec des red tee. Tu sais, avant, la couleur de ton chandail voulait dire beaucoup. La couleur de tes lacets voulait dire énormément. OK? Puis, les gars avaient trop de rouge sur eux pour où ce qu'on était. Mais moi j'étais encore un peu comme, je comprends rien. Ouais. Là, les gars viennent me voir dans mon oreille. J'étais jeune, moi j'avais 12. La plupart des gars avaient 14, 15 ou 16 là. Donc, les gars arrivent et puis ils me disent, OK, toi, t'es le jeune, tu vas tenir la porte. Je suis comme, OK. Là, je suis comme, OK, je comprends pas ce qu'il dit. Les gars ont pris les gars par le cou, OK, tabassé dans l'autobus, pris les gars. Moi, j'ai les pieds sur les escaliers en arrière pour pas que la porte se referme, OK? Ça, c'est dans le temps que l'autobus était à un étage, là. Vous souvenez, là? Ouais. Les gars ont brassé les gars, ils ont pris les gars, ils les ont sortis dehors de l'autobus. Mais là, on avait dépassé chez nous, parce que P9, le boulevard, OK, tu descends, tu passes Robert, tu passes le poste de police ou la 39e. À un moment donné, tu arrives dans le 47e rue, où c'est le terrain de basket. Fait qu'on est déjà dans l'autre partie du P9. Les gars ont attendu le bon moment parce qu'ils savaient que si on passait industriel là, on est chargé parce qu'on est sur leur territoire. Fait que les gars les ont sortis de force de l'autobus, calotte, soufflette, claque, tout. Et puis, mais il y a un gars qui est au loin qu'on n'a pas remarqué, mais il est avec les gars. Mais lui, il est au téléphone. On sait, mais moi, je vois ça, mais je clique pas que Yos y est avec eux. Pendant qu'on finit d'intimider les gars, une voiture arrive. Le gars était clairement plus vieux. Deux gars, ils étaient clairement plus vieux que nous. Comme si j'avais 12 ans, c'est sûr les gars étaient 22, 23. Oh, moi, je suis le plus jeune. Les plus vieux courent. Oh, c'est sûr que je cours. Ouais. On court, on se cache dans les ruelles. On se cache dans les ruelles. Là, on est comme, OK, par où on sort, on ne sait pas par où on va esquiver. Là, on pense que c'est calme. On sort de la ruelle, OK. La voiture revient. La voiture nous attendait. Il y avait un gars, un des plus vieux avec qui j'étais. Il a sorti comme un genre de clé à... Dans ce temps-là, on ne jouait pas encore beaucoup avec les armes à feu. Il a sorti comme une clé à... Une grosse clé mécanique, là. OK? Dans ce temps-là, les gars marchaient avec des marteaux, des couteaux. Mais ce n'est pas tout le monde qui avait des guns encore. Là, je vous parle de 2003, là. OK? Ouais. Il a sorti sa clé sa clé à molette. Je ne sais pas vraiment le terme, en tout cas. Une clé pour faire de la mécanique. Lancer ça sur le pare-brise du gars, juste pour les divertir et nous donner le temps d'esquiver. Là, je cours, là, je m'en vais me cacher dans le centre récréatif pour jeunes. Là, je reste là pendant 30 minutes, je suis en train de penser comme, tu vraiment, dans quoi je suis là? Fait que là, moi, j'ai peur de sortir parce que tout le monde s'est dispersé, personne n'est au même endroit. Si je sors, je marche pour aller chez nous tout seul, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Là, je sors, OK, à rien, le lendemain à l'école, les gars parlent et tout. Mais là, je suis témoin de trop de choses. Fait qu'à un moment donné, les gars m'ont dit clairement, yo, comme tu vois trop de choses, t'es là ou t'es pas là. Puis là, j'ai dit, OK. Là, j'ai dit, OK. Puis, initiation, 4-5 gars, moi, je suis tout seul. Tu dois prendre les coups. Tu dois prendre les coups. Comme tu n'as pas le droit de frapper les gars back, tu dois juste montrer que je suis là. Si jamais je me fais attaquer par le gang ennemi, mais je ne vais pas snitch. Je ne vais pas dire les gars habitent où. Si je dois mourir, je vais mourir. Tu comprends? Puis j'étais là, je me souviens comme si c'était hier, je suis là. Yo, je suis là, j'ai fini de prendre les coups. Puis je me souviens, à un moment donné, je suis tombé, je me protège, j'essaie de me protéger. Puis c'était dans une ruelle, il y avait des autos stationnés. Les gars sont même montés sur l'auto pour sauter sur moi. Les gars voulaient être sûrs que tu feels le pain au maximum pour être sûr qu'on te met dans des conditions que même là, tu n'auras plus peur. Parce que tu auras pris tellement de coups, tu es comme, I'm used to this, comme c'est rien. Fait que vous voyez le niveau de violence entre nous-mêmes juste pour se préparer mentalement. Donc là, c'est là ça a commencé. Sauf que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ma mère a déménagé après mon secondaire 1.
Parce que ma mère voit que si je reste là, c'est pas bon, là. C'est pas bon. Puis, tu sais, tranquillement, pas vite, on déménage à Terrebonne. Puis, on déménage à Terrebonne, je suis tellement ancré dans la mentalité que je réalise pas que your mom just got you a crib, so tu peux te développer, tu peux prendre le temps de travailler sur toi. Moi, je suis comme, yo, Terrebonne, qu'est-ce que je fais à Terrebonne? Let me go back to Montreal. So, toutes les opportunités que j'avais de retourner à Montréal, je la prenais. Sauf que là, maintenant, je ne chillais plus avec les gars de mon quartier. Là, j'avais créé, j'avais pas créé, mais là, je faisais partie d'un autre gang. Que cette gang-là avait des gars de Rivière, avait des gars de Saint-Michel, et avait moi qui venais de Pineuf. OK? Mais on n'avait pas de couleur. On était notre gang. OK? Puis, après ça, là, c'est là que je suis rentré deep, deep, deep. Là, c'est là, avec cette gang-là, on s'est trouvé un nom. Puis, oubliez pas quelque chose. On était tous des gars, à l'exception de un qui, lui, habitait avec son père. Mais la plupart des autres, shout out Master J, my man. On était tous des gars sans père. Le père était à temps partiel dans nos vies. Fait qu'on est un regroupement de jeunes hommes cherchant à forger leur caractère, cherchant à notre identité, cherchant à c'est quoi un homme. C'est pas, tu veux pas être un homme selon ce que BET te dit, selon ce que les rappeurs te disent. C'est quoi un homme? C'est quoi un poteau central qui va gérer une famille, qui va avoir un impact dans la société? Mais quand tu es juste des jeunes hommes sans leader, père absent, des erreurs, tu vas en faire. On pense qu'on va dans la bonne direction, mais on ne va pas dans la bonne direction. Fait que tranquillement, pas vite, OK, on te présente des opportunités de faire de l'argent. Tranquillement, pas vite, un gars te regarde mal. Oh, ça, monsieur Guin, là, ton respect, tu dois le bâtir parce que tu es un no-name. Personne ne te connaît. Tu dois faire ta crédibilité. Tu dois être sûr que quand on te regarde, les gens vont avoir peur de toi. Mais en réalité, c'est parce que tu as peur que tu veux faire les gens avoir peur à leur tour. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, tranquillement, pas vite, OK, ça commence. OK, les petits vols, les bagarres. OK. Puis nous, on était un groupe, on aimait ça marcher partout. Parce que on aimait ça aller dans les fêtes. On s'affichait pas rouge, on s'affichait pas bleu. Mais fait que nous, on se permettait d'aller partout. Mais c'est pas tous les gars qui aiment ça. Tu viens dans nos fêtes, tu chilles avec nos femmes. Les gars, ils aiment pas ça, là. Tu comprends? Donc, là, tu crées des conflits. Là, ton ego en tant qu'homme, il m'a pilé sous le soulier. Il m'a regardé mal. Il m'a accroché. Comme on dit, bourradé. Oh, qu'est-ce qu'il a, lui? Ça gueule-là. Et tandis que tu peux juste, oh, désolé, c'est correct, pas de problème, bonne journée, that's it. Mais on a constamment ce besoin de prouver aux gens que, ouais, je peux être plus fou que toi. Fait en chillant avec les gars, je vous le dis, on commençait à chiller avec les gars, on a commencé à se mettre dans les problèmes de manière comme excessive. Vente de drogue, on te présente la fraude. Je me souviens dans le temps, les faux $20 étaient à la mode. Tu passais des faux $20, t'achetais des bonbons qui coûtent $1, on te donnait toute la monnaie en vrai argent. On faisait exprès, des fois on poussait loin, on allait acheter des Kotex, des Tempax. Oh, je suis venu acheter ça pour ma copine. Oh, wow, comme ça la madame ne regardait pas le $20. Tu vois jusque où tu es prêt à aller. Oh, il est donc bien fin, lui, il est donc bien gentil. Fait que là, OK, bang. Fait que, mais veux pas. Si quelqu'un serait venu nous voir et nous dire, yo les gars, vous voulez faire de l'argent? J'ai une job pour vous. Yo les gars, allez appliquer au McDo. Yo les gars, commencez à bâtir votre CV. Yo les gars, faites vos affaires correctement. Nous, les gars qui nous impressionnaient, c'était les dope dealers, les fraudeurs, les gars de gang, les gars qui font de la musique, les gars qui ont plein de femmes. C'est ça qui nous intéressait. Fait que le gars, OK, qui pouvait avoir du succès en étant propriétaire d'une entreprise. On n'allait pas le prendre au sérieux. Le gars qui pouvait avoir du succès en ayant travaillé fort, on ne voulait pas le prendre au sérieux. Parce que, veux pas, on vit dans une société où on ne fait pas de la promotion pour travailler dur. On fait de la promotion pour le tout.
Exact. Je vais vous donner un exemple. Tout le monde veut bien manger, mais personne veut aller sur le four et se brûler. Alors, qu'est-ce que tu fais? Génération micro-ondes, tu mets la nourriture sous 3 minutes, c'est prêt, c'est chaud. Mais la chaleur est radioactive, la chaleur c'est pas naturel. OK? Alors là, maintenant, tu es là, tu te goinfres de fake thoughts, de pensées qui vont pas t'aider à grandir. Des pensées que dans ta tête, ça c'est le gospel du street, là. Mais en réalité, ça t'amène dans le gouffre, ça t'amène dans le précipice, vers le précipice. Mais en réalité, je préférais écouter les gars dans le street qu'écouter ma mère. Parce que c'est avec les gars dans le street que j'étais à tous les jours. C'est avec eux, quand j'avais faim, on était 5, il y avait un bol de nourriture, tout le monde se passait la cuillère. Tout le monde se passait la cuillère. Donc, juste m'arrêter sur ce point-là. Pendant qu'on est là et tout le monde se passe la cuillère, on parle d'union, on parle de fraternité. Mais cette énergie-là, on aurait pu la mettre quelque part d'autre. Mais il n'y avait personne pour nous montrer ça. Il n'y avait personne pour nous apprendre comment dealer avec le rejet, comment dealer avec la peur, comment dealer avec l'intimidation. Vous comprenez? Donc, c'est puis... Je vais résumer un petit peu avant qu'on continue. Yeah. Alors, dans le fond, bon, ce qu'on a compris, c'est vraiment très tôt au secondaire, tu as vraiment dû déconstruire la manière avec laquelle tu avais été élevé pour pouvoir fit in, finalement. Tu racontais l'histoire d'un ami avec qui tu avais grandi. Un ami, en fait, avec qui tu jouais au basket, je pense, qui habitait à Saint-Léonard, mais qui venait à l'école avec toi à Louisville, mais qui s'affichait, qui avait absolument pas de... Bon, il se retenait pas pour pouvoir s'afficher. Puis, tu disais que les gars l'avaient battu. Finalement, lui est venu avec une arme pour essayer de se défendre, mais finalement, il n'a même pas utilisé l'arme parce que les gars l'ont battu et ont pris l'arme. Ça, c'est juste ça, là, il y a des fois, je raconte des trucs comme, c'est pas un film, c'est vraiment la vie. Mais les gens, des fois, sont dans des bulles en pensant que, oh, à Montréal, on veut imiter les States. C'est sûr qu'il y a l'influence américaine. Mais la réalité d'une personne, le struggle d'une personne est réel. Et ce struggle-là, des fois, te fait sortir de ta personne, te fait changer, te teste. C'est pas tout le monde qui réagit de la même manière face à l'adversité. Fait que des fois, tu t'es out of character, mais c'est pas parce que tu as envie. C'est parce que des fois, tu crois que c'est la meilleure option. Mais c'est un mensonge. Vous comprenez? Ouais. Puis ça, en plus, c'est arrivé en secondaire 1, là, ce que tu disais comme histoire. Fait que ça, tu nous parlais de ça, mais ça a basculé vite, là, de ce que j'ai pu comprendre aussi. Tu disais aussi que, bon, au niveau des games, on parlait un petit peu de ce phénomène-là des games, c'est que chaque guerre avait des raisons différentes. Tu disais qu'il y avait toujours des nouveaux groupes à chaque 4-5 ans. Fait qu'encore une fois, ce manque de hiérarchie, ce manque de structure claire, là, bien définie. Mais t'expliquais aussi que finalement, tout le monde vient du même arbre, là. C'est les mêmes fondateurs, mais ils sont en guerre contre eux parce qu'ils n'ont pas finalement de raison valable, si je peux dire. Tu parlais aussi du fait que, oh oui, en un an, au secondaire 1, tu avais quand même beaucoup d'expériences qui sont venues finalement te tester. Ou tu étais dans l'autobus à un moment donné, puis on t'a comme initié sans que tu le veuilles, tu devais tenir la porte pendant que d'autres personnes se faisaient tabasser. Puis finalement, on t'a dit, ben, t'as vu trop de choses, fait que tu dois être avec nous. Ou c'est comme rentrer là-dedans sans le vouloir, là, si je peux dire, tu étais déjà là, finalement. Exact. Tu as eu ton initiation. Mais là, tu parlais que tu as déménagé à Terrebonne. Ça, c'était encore en secondaire 1? L'été, la fin de mon secondaire 1, en allant sur mon secondaire 2. OK, pour commencer secondaire 2. OK. Fait que tu es parti à Terrebonne. Tu as déménagé à Terrebonne, mais tu as continué à traîner à Montréal, finalement. Puis c'est là que tu as commencé, vous allez commencer à créer vos propres gangs sans vraiment être crip ou blood, c'est vraiment juste vos gangs sans couleur que tu disais. Puis là, ben, vous avez commencé à plus vous définir, là, si je peux dire, parce qu'il y avait ce besoin-là de s'affirmer, d'imposer son autorité, de s'assurer que les gens ont peur de toi, puis de faire des choses vraiment pour pouvoir chercher ce respect-là, si je peux dire, mais en même temps pour pouvoir marquer tes propres peurs. Puis tu disais aussi que dans le fond, ton entourage, c'était des hommes qui étaient majoritairement sans père aussi, et qui cherchaient, dans le fond, cette influence paternelle, là, si je peux dire, peut-être de la mauvaise façon, malheureusement. Puis dans le fond, tu devais bâtir ton respect. Puis vous vouliez pas, dans le fond, travailler dur, ou bien vous n'avez pas été introduit au bienfait de travailler dur, mais vous cherchiez vraiment tout ce qui est facile. Parce qu'on est dans une génération où c'est facile, une génération micro-ondes, finalement.
ouais. Mais ce qui vient facilement peut partir aussi facilement. Ouais. Mais sur le coup, tu le sais pas. C'est ça. Les personnes t'apprennent ça non plus. Ouais. Mais je veux revenir sur le fait que tu disais que tu sais, vous étiez. Ce qui vous unissait, si je comprends bien, c'était votre struggle. Ouais. Le fait qu'il n'y avait pas de figure paternelle, le fait que on était dans des quartiers où est-ce que souvent c'était la pauvreté, le fait que souvent, à cause qu'il n'y a pas de figure paternelle, ben, la mère doit travailler plus, fait que la mère se retrouve à être absente aussi. Fait que vous vous retrouvez entre vous-même. Fait que, si je comprends là, une gang, c'est vous êtes unis par beaucoup plus que c'est beaucoup plus complexe que le crime ou bien l'envie de faire de l'argent. Fait que, ma question c'est comment est-ce que tu te sors de ça quand toi en tant que jeune homme tu vois que c'est seulement ces gars-là qui m'affirment parce que j'ai pas peur. C'est seulement ces gars-là qui me comprennent, qui comprennent mon struggle. Comment est-ce que tu peux te sortir de là? OK. Avant de répondre à ta question, j'ai oublié de mentionner aussi, malgré que je ne jouais pas avec des armes à feu, la première fois que j'ai été en contact avec une arme à feu, j'avais 9 ans. Parce que 9-10 ans là, je me promenais, 9 ans. Je me promenais, OK, dans le quartier, je passais dans une ruelle. Puis il y avait des gars d'une clique X dans la ruelle. Mais moi, je marchais tranquillement, mais les gars, ils commençaient à faire noir, les gars ne me voyaient pas. Donc, ils ont entendu du bruit, ils se sont retournés. Comme, bang, flash le gun. Là, je suis comme, oh! Là, il a vu qu'il m'a fait peur. Il m'a approché, il m'a dit, oh, posez calme-toi, calme-toi. Puis il m'a fait tenir l'arme, genre, comme pour me rassurer. Tu vois, mais lui, dans sa tête, il faisait quelque chose de bien, là. Je sais pas si vous comprenez. Dans sa tête, lui, comme, yo, le petit jeune, là, je l'ai fait peur, ok, viens, hold the gun, t'as vu, c'est posé, c'est pas si pire. Vous comprenez? Fait, des fois, eux, ils pensaient faire la bonne chose, mais on les a sûrement montré ça aussi. Vous comprenez? Donc, exact. Puis, c'est ça. Fait, pour revenir à ta question, je vais commencer par dire que on a toutes des gangs. On a des gangs d'amis. Vous comprenez? Ouais. On a toutes des gangs, mais c'est pas tout le monde qui fait de l'illégal. OK? C'est pas tout le monde qui décide de pencher vers l'illégalité. Mais je peux dire, hey, j'ai ma gang d'amis. Parce que le mot gang n'est pas mauvais. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, quand tu rentres dans gang de rue, ça, c'est différent. OK? Ouais. So, c'est ça. Mais, OK, tout d'abord, j'ai passé certains points pour que on comprenne bien, genre, comme le besoin d'argent, c'est pas nécessairement le besoin d'argent pour que quelqu'un rentre dans la gang. Comme on a dit, on a parlé de sécurité, ok? On a parlé du besoin de sécurité. On peut parler d'association, on peut parler de désorganisation sociale, ok? Le quartier où tu habites, ok, fait en sorte que tu ne vois pas d'opportunité, ok? On parle de la sous-culture, de comment les gangs sont poussés et mis de l'avant, comment c'est glorifié. Okay? On peut parler de l'apprentissage social. On parle que les gens de ton entourage, c'est comme ça qu'ils te forment, c'est ça qu'ils t'apprennent. Okay? Fait que toi, je vais vous donner un exemple. Si ta mère est dans les gangs, ton père est dans les gangs, ça se peut que tu te dises, moi je ne veux pas être dans les gangs, ça se peut très bien que tu as envie, pour toi, tu ne vois pas ça comme bizarre. Parce que ton entourage, c'est ça que tu apprends socialement. OK? Donc là, on parle de l'enchâssement social aussi. L'enchâssement social, c'est, ouais, Charlotte à ma soeur qui a parlé de sentiment d'appartenance aussi. Ça, c'est vrai. Tu veux être accepté. Tu ne veux pas être laissé de côté. Quand un individu est mis en marge de la société, quand on te met une étiquette, tu es marginal, tu vas te regrouper avec d'autres personnes qu'on considère comme marginales. Vous comprenez? Ouais. Donc là, les gangs se forment. Vous comprenez? On parle d'enchâssement social. Nos relations personnelles influencent beaucoup notre comportement. Les gens ne veulent pas le croire. Tiens-toi avec quelqu'un pendant longtemps, ça se peut que tu prennes de son langage, de son jargon. OK? Ouais. Ça se peut que tu prennes de ses habitudes. Que tu sois un suiveur, que tu sois un leader ou non, reste dans une atmosphère, reste dans une ambiance, longtemps, tu vas avoir des effets.
OK? Tiens-toi avec des millionnaires, tu vas commencer à penser comme un millionnaire. Tiens-toi avec des gens qui ne voient pas plus loin que leur nez, ça se peut que tu sois dans l'engrenage aussi, là. OK? Et puis, je veux préciser quelque chose. Là, je parle on s'entend que je ne dis pas que tout le monde est dans le même panier. Mais on parle de généralité dans le sens que il y a plus de chances que tu sois influencé par la chose qui est dans ton visage à longueur de journée. OK? Donc, il faut dire quelque chose aussi. C'est commun, c'est pas rare, OK, qu'à l'adolescence, un jeune va expérimenter la délinquance. C'est pas rare que tu sois dans les gangs ou non. C'est pas rare qu'un jeune va essayer d'aller voler une barre de chocolat. Parce que tu grandis, tu testes. Exact. Tu apprends à, OK, ça c'est un comportement à respecter. Ça, c'est un comportement à ne pas respecter, à ne pas répéter. OK? Donc, c'est ça. Comme j'ai dit, plus tu vis de la marginalisation, plus comme tu retrouves un certain confort, une certaine paix dans la rue. C'est pas que la rue, tu la trouves attirante, c'est que tu trouves que la rue va m'accueillir. Les gens me rejettent, mon prof me niaise parce que je suis venu à l'école, ma mère a fait un Maïmoulin Moru, chant la rançon. Tu sais, des fois, tu sais, qui n'est pas rentré chez lui le midi, qui a fait des frites et des saucisses, là, tu sens l'huile, OK? Mais il y en a qui te niaisent pour ça. Là, on te niaise parce que tu sens la nourriture. On te niaise parce que toi, à l'école, tu ne manges pas de sandwich, tu n'as pas d'argent pour aller à la pizzeria, tu as un bol de riz. Les gens te narguent pour des choses aussi banales que ça. Fait qu'est-ce que ça va faire à un moment donné? OK. Là, tu es comme, OK, là, la rue m'apporte, la rue me comprend. Les gens ne me comprennent pas, mais la rue, elle me comprend. Vous comprenez? Fait que là, OK, on peut parler de discrimination systémique. On peut parler de discrimination institutionnelle. On peut parler de discrimination contextuelle. Il y a tellement de choses qui font en sorte qu'un jeune peut se retrouver comme dans une situation comme ça, OK? Mais, comme je vous ai dit, si on met en contexte que beaucoup plus de jeunes qu'on pense expérimentent la délinquance sans nécessairement être d'un gang, ça veut dire que, OK, il y a une structure à mettre en place, il y a un encadrement à mettre en place pour pouvoir montrer aux jeunes que, yo, à la fin de la journée, j'ai d'autres options pour toi qu'aller vendre la drogue. Parce qu'il faut qu'il y ait des entrepreneurs avec du succès. Il faut qu'il y ait des gens qui sont allés professionnels dans le sport. Il faut qu'il y ait des gens qui ont parti leur propre entreprise, des gens qui ont été loin dans leurs études, qui ont du succès, reviennent pour que les gars voient que yo, je peux être légal et avoir du succès. Je suis pas obligé de suivre ce que le rappeur aux États-Unis a fait, qui a lancé son stack sur les filles qui dansent, puis que c'est ça qu'on pense qui est être un homme, avoir des femmes, avoir de l'argent, avoir une chain comme ça. Représentation, on a besoin de ça aussi, de voir des gens qui te ressemblent, qui ont vécu des struggles souvent même, mais qui ont eu une autre conclusion, un autre outcome. Ouais. Exact.